Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui aiment être coincés dans les années 80. Bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va faire suite à mes dessins animés préférés des années 80. Une vidéo que vous avez adorée, une vidéo qui a cartonné et vous étiez du coup nombreux à solliciter une suite, les séries, les films, tout ça, etc. Après, on passera peut-être aux années 90, donc tu l'auras vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous citer mes films préférés des années 80. Ça a été un classement extrêmement facile. Il y a tellement peu de bons films dans les années 80. Évidemment, je déconne. Putain. Alors, d'habitude, c'est un exercice que j'arrive relativement facilement à faire. Là, je dois avouer que... Alors, faire un top 5, c'est peut-être un bien grand mot, parce que les 5 films que je vais citer dans cette vidéo, enfin, il y en aura peut-être plus que 5. Hein, on va voir, on va tricher un peu, donc ça va être des films que j'adore, bien sûr, mais il y en aura tellement d'autres derrière. On les citera en fin de vidéo. Allez, on va commencer par le premier. Il n'y a pas forcément d'ordre ou de classement. Peut-être le dernier que je vais citer qui... Peut-être, oui, c'est mon petit chouchou. Bon, le premier, on va commencer par Rambo. Le tout premier, First Blood. Bon, j'adore Stallone, comme je pense la plupart d'entre nous. J'adore Rambo. J'aime bien les Rocky, mais un petit peu moins. Je préfère Rambo. Alors, j'adore Rambo 1, j'adore Rambo 2, j'adore Rambo 3. Même le 4. Oh, putain, le 4 que j'avais été voir au cinéma avec mon pote Charlie. Puis même le 5, allez, tu vois, mais... Ouais, plaisir coupable, mais oui, il est moins bon, bien, mais ça va, ça s'inscrit quand même dans le tas. Mais le premier, putain, oh là là, le premier. Alors, je me souviens, je l'avais regardé quand j'étais gosse. Alors, la première fois que je l'ai vu, ouais, je devais avoir genre 7 ans. Et puis, alors, on l'avait enregistré à la télé. Alors, je crois qu'il était passé sur la 5 à l'époque. Il me semble que, ouais, c'était sur la 5, parce que je crois qu'il y avait le logo de la 5. Je me souviens plus. Hein, franchement, je confonds peut-être. Mais enfin, on l'avait enregistré, voilà, parce qu'à l'époque, quand un film passait à la télé, eh bien, avec nos magnétoscopes et puis une VHS vierge, une cassette vierge, eh bien, on pouvait enregistrer le film. Alors là, je vais te dire un truc. Hein. Je dois encore la voir, cette VHS. Ça doit être chez ma mère. Quelque part, elle est rincée. Je crois que l'image, on la voit... tu sais, il y a une espèce de gros voile opaque. Dessus, on voit plus rien. L'audio, il doit être dégueulasse. La cassette, elle doit être quasiment... irregardable, tellement je l'ai regardé, re-regardé et tout. La VF est exceptionnelle. Plus tard, quand j'ai commencé à parler anglais, tout ça, j'ai regardé la VO, mais petite préférence peut-être pour la VF, de timbre très particulier. Et j'adore Rambo 1. Déjà pour sa thématique, bien sûr, hein, que les vétérans de la guerre du Vietnam, de retour au pays, ils ont été conspués, tout ça, etc. On voit bien tout le traumatisme de Rambo. Et moi, ce que j'adore dans cette chasse à l'homme, hein, finalement, qui est Rambo 1, et puis une chasse à l'homme qui s'inverse, hein, voilà, tout simplement, c'est tellement jouissif. Et alors, je sais pas si le film a été tourné au Canada, mais en tout cas, on doit être pas loin, hein. Ça doit être, je crois que c'est le nord-ouest des États-Unis. Alors, dans le film, c'est la ville de Jackwater, je crois. Je sais pas si cette ville existe réellement, ou bien si c'est une ville voilà, qu'ils ont pris comme ça à la frontière et qu'ils ont rebaptisé. Je sais pas si le film a été tourné du coup au nord-ouest des États-Unis ou alors vraiment au Canada. Enfin, à mon avis, ça devait être à la frontière, parce que le décor, cette espèce d'ambiance maussade qui va régner tout le long du film, cette ambiance pluvieuse, cette chape de nuages. Bon, puis on voit Sly, hein, tu vois, il sort de l'eau et tout, puis il y a de la vapeur qui sort de sa bouche, tu vois, on voit bien que ça a été filmé en hiver dans les vraies conditions. Puis les acteurs, voilà, les acteurs, Brian Deney, je crois que c'est Brian Deney, hein, il s'appelle, hein, donc Deney, c'est son nom, ça j'en suis sûr. Brian, j'ai peut-être un doute, donc il fait le flic, hein, franchement, excellent. Brian Deney, Richard Crenna, hein, évidemment, le colonel Trotman, et puis tout le monologue que Rambo va faire. À la fin, il faut savoir que, à la fin, en fait, les producteurs avaient prévu de faire mourir Rambo, ce qu'aurait été peut-être une fin assez logique, finalement, peut-être, mais je crois que c'est Sly qui avait proposé l'idée. Il a dit non, on va pas le faire mourir, il y a peut-être encore des choses à dire avec ce personnage, d'où cette fin. Voilà, je vais pas spoiler pour peut-être les deux du fond parmi vous qui n'auraient pas vu ce bijou, mais les gars, c'est un must-have, hein. Moi, Rambo, franchement, c'est chef-d'œuvre. C'est un film que je regarde, voilà, régulièrement, comme ça, tout au long de ma vie, avec toujours le même plaisir, intact. C'est un film que j'ai connu gosse, c'est un film que je regarde toujours. Maintenant, j'ai la quarantaine, le plaisir est toujours le même.
C'est, ouais, franchement. Et puis il règne une espèce de... de mélancolie, enfin, c'est pas cette mélancolie de guerre, tu vois, mais une mélancolie peut-être assez malsaine dans le film. Bah, tu vois, la première scène, Rambo, il va trouver une paysanne et il recherche ses anciens camarades de guerre, et puis la femme lui apprend que bah, il est décédé, tu vois, c'était le dernier en fait. Et puis c'est ça, bah, il commence à vriller, tout ça. Enfin, ouais, franchement, alors j'adore le 2, hein, le 2 c'est vraiment Action Man, là c'est... Le 1, ça introduit vraiment le personnage, sa condition psychologique, c'est vraiment axé trauma. Le premier, il y a de l'action quand même, hein, puis alors je vais te dire à la fin, ouais, Rambo il rigole pas, hein, là tu vois bien à qui t'as affaire. Par contre dans le 2, bah là c'est Muscleman, hein, là je veux dire c'est Action Man. Le 3 c'est pareil, donc c'est des plaisirs action un peu décomplexés, peut-être le 2 et 3, mais le 1, ouais, le 1 je le mets au-dessus bien sûr, mais je les aime tous bien sûr, mais le 1, ouais, pour moi c'est quasiment un chef-d'œuvre. Ça sera le premier film de cette sélection. Deuxième film, The Thing. The Thing par John Carpenter, film qui a été incompris à l'époque, hein, ça a été un bide, hein, le film n'a pas marché. D'ailleurs Carpenter a dit si le film avait fonctionné, avait marché au box-office, sa carrière aurait été tout autre. Je pense, malheureusement ça n'a pas été le cas. Bon alors après évidemment le film a été réévalué, bien sûr, au fur et à mesure des années, bah, pour avoir le statut culte iconique qu'il a aujourd'hui. C'est... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un film d'horreur? Ouais, oui, il y a quand même des failles, oui, il y a quand même des phases un petit peu gorax, puis cette espèce de huis clos dans cette base en Antarctique avec bah, le climat naturel qui fait que bah, il y a pas d'issue. Voilà, il n'y a pas d'issue, puis l'issue du film, elle est tragique. Alors moi, c'est pareil, The Thing, je l'avais regardé bah, quand j'étais gosse, dans les années 80. Alors, il y a des trucs il y a certains films, certains effets spéciaux qui m'avaient choqué un petit peu étant gosse, et puis d'autres, ça va, ça passait, puis bizarrement, tu vois, The Thing, il y a quand même des trucs bien dégueulasses, hein. Je veux dire, la tête du mec qui se décroche, puis qui se transforme en araignée, l'espèce de chien qui s'ouvre, et puis t'as enfin, la bestiole qui se libère, les tentacules et tout. Ça m'avait pas choqué plus que ça, étant gosse. Puis bon, la musique, l'ambiance, l'atmosphère, bon, puis Kurt Russell, hein, évidemment, Kurt Russell. Alors, il y a un autre film de Carpenter que je réévalue, comme ça, d'année en année. The Thing, il est là, hein, voilà, il est posé sur son podium, il est indétrônable, il bouge pas. Mais voilà, j'aime bien, moi, John Carpenter, c'est un réalisateur que j'adore, bien sûr, et je regarde de manière assez régulière ces films. Là, le dernier en date, c'était Vampire. Voilà, Nina, ma femme, elle connaissait pas Vampire, donc on a regardé Vampire, hein, 95 ou 16, je sais plus, 18, je sais plus, enfin, année 90, avec James Wood. James Wood, les grosses baloches, putain, mais cet acteur sous-coté, putain. Ah, puis là, dans Vampire, enfin bon, on va pas dévier. L'autre film que je réévalue au fur et à mesure de son visionnage, c'est The Fog. The Fog, bah, je crois qu'il date de 80, justement. Puis c'est pareil, cette espèce d'ambiance, une nana qui fait la radio dans son phare, elle scrute la mer, et puis bah, une espèce de brouillard qui arrive et tout. Les gars, si vous avez pas vu The Fog, bon, évidemment, il y a Invasion Los Angeles aussi, avec les lunettes, et puis du coup, tu vois les mecs qui sont extraterrestres ou pas, puis tous les panneaux publicitaires, Obey, Watch TV, tout ça, etc. Enfin, franchement, John Carpenter, visionnaire à son époque, oui, clairement. Couillu, grosse baloche, oui, parce que bon, sortir un film comme ça, alors même dans les années 80, où c'était quand même assez décomplexé, on pouvait parler de tout, n'importe quoi, tout ça, etc., je trouve quand même que le propos d'Invasion Los Angeles, il est quand même énorme. Mais bon, voilà, je reviens sur The Thing. J'adore tous ces films, hein, mais The Thing, il sera peut-être un petit peu au-dessus. Bon, bah, les gars, pour les 2-3 cancres du fond de la classe qui n'auraient pas encore vu ce chef-d'œuvre, courez le voir. Il y a eu un préquel sorti en 2011 qui est bien. Moi, je l'ai regardé avec c'est Mary-Elizabeth Winstead qui faisait la fille de John McClane dans Die Hard 4, justement. Et non, il est bien. On retrouve un peu l'ambiance du premier film. Ceci explique cela. Et puis la fin de ce préquel, ça raccorde vraiment avec le début de The Thing. Donc non, bonne idée, bonne suggestion. Voilà, c'était le deuxième film, The Thing. Troisième, une bande de copains qui part à la recherche d'un trésor via une carte au trésor qu'ils auront trouvé de manière impromptue dans un grenier. Voilà, ça y est, tu l'as, hein, évidemment, je parle des Goonies, avec le fameux Sinoc. Oh putain, les Goonies, avec les frères Fratelli. Alors, moi j'avais connu Goonies avec le jeu sur NES que j'ai eu quand j'étais vraiment gamin. Je sais plus si j'avais vu le film avant ou après, je me souviens plus. Mais toujours est-il, alors voilà, j'ai dit bon ok, il y a le film Goonies au cinéma, mais il est où Goonies 2? Parce que sur NES c'est Goonies 2,
Alors, sachant qu'il y a le premier Goonies aussi sur NES, mais à l'époque, on ne savait pas, parce qu'il n'est pas sorti. Chez nous, en France, il était uniquement sur NES américaine. Donc, je me suis toujours posé la question, et donc, rapidement, j'ai compris que cet épisode NES, c'était une suite extrapolée du film. Putain, mais celui-là... Ouais, il y a tout dans... Déjà, les décors, la bande de gamins espiègles, voilà, qui arrêtent pas de faire des conneries et tout, mais avec une certaine innocence, une certaine naïveté, voilà, une bienveillance des années 80, et puis bah, toute cette ambiance, justement, avec les gadgets, avec Mister Data, tout ça, etc. Donc, puis Sinoc, voilà, Sinoc, cette espèce de créature, et puis le final, avec le bateau pirate, les Fratelli qui font les méchants de service, avec Ma Fratelli, qui a quand même une sacrée gueule, hein. C'est Marion Ramsey, je crois, s'appelait l'actrice, et puis bah, malheureusement, elle est décédée, je crois, 1 an ou 2 après la sortie du film. Je crois que Goonies était sorti en 87-88, et Marion Ramsey, je crois, est décédée, je crois, un an ou 2 après. Voilà, vraiment, elle avait vraiment une gueule, hein, cette femme, hein. Putain, donc c'est la Ma Fratelli, hein, dans le film. Et l'acteur qui jouait Sinoc aussi, c'était d'ailleurs un footballeur américain, il me semble. Et j'ai oublié son nom, John Matuszak, je crois, ou un truc comme ça. C'est pareil, lui, je crois qu'il est décédé, pareil, dans la foulée. Donc quand on connaît ces informations, quand on regarde les Goonies, du coup, on a une petite mélancolie en plus. Et puis ouais, bah du coup, Sean Astin en leader des Goonies, entre guillemets, garçon un petit peu, ouais, naïf, espiègle, et puis qui va croire un petit peu tout facilement... peut-être tout ce qu'on va lui dire avec ses premières fois avec les filles, avec son grand frère Josh Brolin. Josh Brolin, hein, qui après, on le verra plusieurs fois au cinéma, c'est lui notamment qui a incarné Thanos, hein, dans les sagas Avengers, tout ça récemment dans Marvel. Mais Josh Brolin, ouais, déjà, c'est un mec qui a une gueule, tu vois. Même à l'époque des Goonies, alors il était jeune, hein, je sais pas quel âge il avait avoir 15-16 ans, tu vois. Mais même déjà à l'époque, on sentait le charisme en bouteille, hein, dans ce gars-là, quoi. Donc est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus que ça? Putain, cette course au trésor, voilà, l'histoire, c'est les Goonies, ils habitent dans la ville d'Astoria, qui existe réellement, hein, donc sur la West Coast américaine. Et puis du coup un gros promoteur va saisir tout le quartier pour construire un terrain de golf, je crois. Et du coup si les propriétaires ne peuvent pas payer à temps, tous leurs biens vont être saisis. Et puis du coup dernière chance, les Goonies s'aventurent dans le grenier et trouvent cette carte au trésor. Partons à la chasse au trésor, enfin vraiment un truc saugrenu. Et puis je te le donne en mille, oui, ils trouvent le trésor. Voilà, enfin bon, je t'ai spoilé le film, mais bon, si tu l'as pas vu, tu regardes cette vidéo et que t'as pas vu les Goonies, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà, il fallait le voir avant. C'est un classique absolument incontournable du cinéma. 4e film, bon je vais tricher, je vais en citer 2, je vais citer une paire. Je vais vous dire Conan. Voilà, Conan. J'ai vu les deux quand j'étais gosse, donc Conan le barbare, hein, quasiment le premier grand rôle de Schwarzy, donc le film qui a lancé la carrière de Schwarzy, donc Conan the Barbarian, et la suite, Conan le Destructeur, Conan le barbare, donc c'est 82 je crois, et Conan le Destructeur 84. Alors, j'ai vu les deux. Quand j'étais gosse, j'aimais pas trop le premier, tu vois, je le trouvais peut-être trop cérébral, il y avait un peu trop de discussion dedans, il y avait moins d'action, tu vois, donc du coup quand j'étais gosse, je préférais Conan le Destructeur. Et Conan le Destructeur, alors maintenant il y en a beaucoup qui crachent dessus, ouais c'est un nanar, ça vaut pas le premier et tout. Alors il y a peut-être de la nostalgie, hein, en ce qui me concerne, j'ai toujours aimé ce film, mais à mon avis il est à réévaluer d'urgence, parce que voilà, il y a toujours Basil Paul Douris à la musique. Alors, peut-être moins inspiré dans le premier, certes, mais le thème de Conan est là. Et c'est un vrai film d'aventure. C'est un vrai film d'action-aventure. Moi, quand je regarde Conan le Destructeur, j'ai l'impression de voir un film Donjons et Dragons. Putain, on a Schwarzy qui fait Conan, donc le guerrier, accompagné de Bombata, donc un mec peut-être encore plus balèze, putain déjà, mais à l'époque, mais tu voyais Schwarzy à côté de Bombata, mais t'avais l'impression qu'il faisait 1m60. C'est hallucinant, donc il y avait la petite princesse là qui devait escorter, parce qu'en fait, voilà, ils partent en mission d'escorte pour récupérer un diamant avec une corde et tout, pour ressusciter une divinité, enfin, c'est un scénario classique d'heroic fantasy, limite tu joues à un jeu de plateau Donjons et Dragons, c'est ça quoi. Ensuite t'as Zula, la guerrière, t'as Malak, donc l'espèce de voleur de service, t'as Mako, alors je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais l'acteur c'est Mako, qui va faire le magicien de service. Donc tu vois, on a le guerrier, la princesse, la voleuse, le voleur plutôt, la guerrière, Amazon, on aura le magicien, on aura le gros colosse, le géant, qui fera office de brute. C'est un RPG. Les mecs, Conan le Destructeur, c'est un RPG. C'est un RPG, c'est un RPG en film. Donc les gars, allez me réévaluer
Conan, le Destructeur. Moi, même aujourd'hui, voilà, je tourne cette vidéo en 2024, je l'aime toujours autant, ce putain de film. Le combat avec le monstre, putain, avec dans la salle, avec les miroirs et tout. Les décors, putain, quand ils montent l'espèce de tour avec... Alors bon, des fois, t'as des rochers qui tombent, tu vois que c'est des rochers en polystyrène et tout. Mais c'était tout du practical à l'époque. Puis les quelques effets spéciaux qu'il y avait, alors, tu voyais que c'était des effets spéciaux, l'espèce d'oiseau de fumée qui arrive, là, qui kidnappe la princesse et tout. Mais putain, mais... Moi, je comprends pas. On lui crache à la gueule à ce Conan Destructeur, mais... Je comprends pas. Voilà, je comprenais pas à l'époque et je comprends toujours pas aujourd'hui. Hein. Qu'on crache à la gueule d'un Kalidor, bon, éventuellement, voilà, parce que Kalidor, bon, ouais, ça peut sentir un petit peu le anguille sous roche, l'entourloupe, tu vois. Je l'ai revu récemment, Kalidor, bon, ça va, c'est sympa, mais enfin, Conan Destructeur est à 1000 lieues devant, tu vois. Et donc, après, au fur et à mesure des années, je regarde Conan le Barbare et tout, puis, oui, j'étais trop petit à l'époque, j'étais pas assez mature pour ça. Maintenant, je l'adore. Conan le Barbare, je l'adore. Il est excellent. Franchement, je pourrais pas dire si je le mets devant ou derrière Conan Destructeur. J'aime autant les deux. Ils sont tellement différents, ils sont tellement complémentaires. On a la genèse de Conan dans Conan le Barbare, avec cet aspect peut-être... donc l'origine du personnage, puis il est peut-être plus philosophique. Tu vois, il y a moins d'action, mais il y aura plus de paroles et tout. Puis bon, la scène où, quand il va perdre... Valeria et puis son copain l'archer, il dit voilà, c'est Conan, il pleurera pas, je pleure pour lui. Et puis le tout accompagné avec la musique exceptionnelle de Basile, Paul Douris, quoi. Oh putain, il y a peu de films, je trouve, où il y a une réelle osmose entre ce qu'on voit à l'écran et la musique qu'on entend. Pour moi, il y a juste 2-3 films qui arrivent à ce mélange parfait, image, son. Alors pour moi, il y aura Tron, donc Tron Legacy, surtout, hein, moi, putain, avec la musique de Daft Punk, j'adore Tron Legacy, voilà. Il y aura Conan le Barbare, avec l'OST de Basile, Paul Douris, et il y aura Avalon, voilà, sorti en 98. Pour moi, ces 3 films, c'est l'apogée du mélange image et OST score. C'est exceptionnel. Là, Basile, Paul Douris, il a fait quelque chose d'exceptionnel maintenant. Bon voilà, j'adore Conan le Barbare, c'est un de mes films préférés, c'est un film que j'adore voir maintenant et revoir à travers les âges. Et en général, ce que je fais, c'est que quand je mate Conan le Barbare, en général, le lendemain, je mate Conan le Destructeur. Et ça se complète toujours aussi bien. Donc là, les gars, ne manquez pas cette paire. Allez, je vais tricher maintenant. 4e film et demi. Non mais je pouvais pas l'ignorer. Die Hard. Die Hard, avec Bruce Willis, quoi. Putain. Oh, les baloches. Tu les sens, les grosses baloches, là, vraiment, tu sais, genre, il faut une brouette pour les transporter, puis tu sais, tu roules avec ta brouette, et puis après, tu vois, par exemple, tous les kilomètres, t'es obligé de vider l'eau de ta brouette, tellement ça suinte. Ça suinte la testostérone, tu vois. John McTiernan, Bruce Willis, c'était quasiment le premier grand rôle de Bruce Willis au cinéma. Alors maintenant, ce qui me fait marrer, et franchement, mais j'adhère grave à cette idée, c'est que Die Hard, donc le premier Die Hard, Piège de cristal en français, il est considéré comme un film de Noël. Parce que ça se passe à Noël. Voilà, ça se passe dans la Nakatomi Plaza, il va y avoir une prise d'otage, tout ça, etc. Et donc John McClane, on vient voir, il est en froid avec sa femme, mais il vient voir sa femme justement au travail, il arrive et tout. Et ça se passe, la veille de Noël, enfin en période de Noël, tu vois. Et maintenant, il est considéré, c'est rigolo, il est considéré comme un Christmas movie, au même titre qu'un Home Alone, par exemple, tu vois, un Maman, j'ai raté l'avion, où j'aurais pu mettre aussi dans Stop, hein, c'est des films que j'adore, ça aussi, tu vois. Et j'aime bien, non, mais j'adhère, hein. Moi j'adhère à l'idée, c'est vrai que, à l'approche de Noël, en décembre, ça gratouille, il y a une petite envie de voir Die Hard. Et puis, en général, on succombe assez rapidement, hein, parce que mais c'est tellement bon, John McTiernan, les enfants, putain, John McTiernan, la mise en scène de John McTiernan, le scénario, puis les personnages, Hans fucking putain de Gruber, incarné par Alan Rickman. À l'époque, le casting est juste parfait, puis c'est pareil, la musique, là, c'est Michael Kamen, si je dis pas de conneries, qui a fait la musique, le score. Après, j'aime bien aussi la suite, hein, 50 minutes pour vivre, donc qui a été un petit peu conspué peut-être, mais non, je l'aime bien, mais bon, après, Die Hard 3, le retour de John McTiernan, putain, oh là là, on l'attendait celui-là à l'époque, les grosses baloches, le Die Hard 3 With a Vengeance avec Jeremy Irons en méchant, franchement, je pourrais pas faire de classement, bon, le 1 et 3, oui, ça sera mes préférés, au même niveau, je mets juste derrière, 50 minutes pour vivre, mais vraiment pas loin derrière. Après, le 4...
ouais, je l'ai bien aimé à sa sortie, maintenant j'ai du mal. Le 5, il n'existe même pas. Hein, genre, les gars, enfin, Die Hard 5, je l'ai vu une seule fois de ma vie, j'ai dit non, mais c'est... Enfin, Bruce Willis, il a pris son chèque et puis terminé, donc... non, non, mais Die Hard 1, putain, donc voilà, j'ai triché, les mecs, j'ai 4 films et demi, hein, j'ai dit non, mais Die Hard, je suis obligé de le mettre, je suis obligé, quoi. Bon, maintenant, on va passer au dernier, le 5e, peut-être... Ouais, un de mes films préférés ever. Tout film, enfin, tout genre confondu, toute génération confondue et tout. Robocop. Le premier Robocop. Déjà, j'adore Robocop. Je l'ai vu quand j'étais gosse. Et voilà. C'est un film quand même hyper mature. Et même étant gosse, tu vois, voilà, j'ai adoré au propos, tu sais, avec les pubs cyniques, tout ça, etc. Il y a un truc qui me gênait quand j'étais gosse, bah, c'est quand Alex Murphy se fait flinguer, en fait. Mais la scène, elle est dégueulasse, quoi. Elle est dégueulasse. Tu vois, je crois même que ça a été censuré dans... Il y a certaines fois, même il passait à la télé, ça a été censuré, mais après, j'ai chopé le DVD, où vraiment, il n'y a aucune censure et tout. Et là, tu vois, carrément, il se fait arracher le bras et tout. Enfin, cette scène, elle est atroce. Et puis, j'ai regardé le making-of, comment ils ont fait et tout. Et au moment, enfin, vers la fin, où Clarence Bodicker, il l'achève, en fait, c'est quasiment... Bah, en fait, c'est une statue, quoi. Ils ont pris un mannequin et tout. C'est tellement bien fait, putain, on le voit pas à l'époque. Donc, bon, bah, Peter Weller, hein, Alex Murphy, Nancy Allen, sa collègue, évidemment. Et putain, et puis voilà, c'est Kurt Smith, hein, je crois, Clarence Bodicker. Non, mais Clarence Bodicker, non, mais rien, tu prononces ce nom, tu chies dans ton froc. Pour moi, c'est un des ennemis de toute l'histoire du cinéma, le plus dangereux, quoi. Le mec, c'est putain, mais déjà, même tu vois sa gueule. Mais Kurt Smith, il a fait une interprétation, il était incarné. Putain, puis lui, puis toute sa bande de potes, là, de bras cassés, là, tous aussi psychos, les uns que les autres, avec Emile, tout ça, bah, déjà rien que l'introduction du film, hein, tu vois Peter Weller avec Nancy Allen qui est en train de courser Clarence Bodicker parce qu'il a fait un casse, et puis le mec qui a ouvert le coffre, il a été un peu trop fort sur le chalumeau, il a fait cramer les billets, il a pris le mec, il l'a balancé sur la bagnole de keuf. Voilà, on parle d'iconisation de personnages. Bah, dès le début du film, bah, Clarence Bodicker, ça y est, c'est réglé, là. Puis après, bah, ça monte en puissance tout le long du film. Il y a Ronny Cox aussi qui fait le bras droit, hein, du vieux dans l'OCP, qui fait voilà, le méchant qui tire les ficelles derrière. Et puis l'autre, c'est Miguel Ferreira, je crois, je sais plus, j'ai oublié son nom, là, bah, qui fait Bob Norton, hein, bah, le mec qui a créé Robocop. Puis, oh, putain, l'armure de Robocop. La première fois qu'il se pointe dans le commissariat avec le sergent Reed, là, le black, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils arrivent sur le pas de tir, la salle d'entraînement et tout, puis tu vois, le bras robotique de Murphy, son espèce de flingue qu'ils lui ont mis. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Et quand tu regardes le pitch, parce que des films comme ça, type robot, futuriste, nanar, il y en a plein dans les années 80. Alors, il y a eu Terminator, j'aurais pu citer Terminator, mais Terminator, c'est vrai que j'aime un petit peu moins. J'aime bien Terminator, mais je vais pas le mettre dans ce top, tu vois. Mais tu vois, quand tu vois, il y a des robots, du futur, machin et tout. Je veux dire, dans la main de n'importe quel autre réalisateur, dans les années 80, ça aurait fait une série B, un nanar, qu'on aurait apprécié regarder aujourd'hui d'un œil amusé, on passe un bon moment, et voilà. Mais quand tu mets des cadeaux, donc James Cameron pour Terminator, avec un vrai propos derrière, et puis une mise en scène et une réal, enfin, du coup, rendre ce pitch-là peut-être impromptu, mais du coup crédible, parce que c'est là la difficulté. Et ne pas tomber justement dans le côté nanar. Donc déjà, Terminator le faisait d'une manière mais excellente, et je trouve que Verhoeven, avec Robocop, il a été même encore plus loin, quoi. Le film, alors, voilà, parce qu'il est ultra cynique, avec les pubs et tout, c'est du premier degré, mais quand tu regardes ça, à l'époque, tu rigolais jaune, tu dis, putain, si c'est ça le futur qui nous attend. Et aujourd'hui, quand on regarde dans 2024, dans la fange dans laquelle on baigne, ben on en est peut-être pas loin, et je serais même tenté de dire que c'est peut-être plus vicieux aujourd'hui. Les années 2020, alors c'est peut-être pas aussi... le cynisme n'est peut-être pas aussi visible, mais il est là sous-jacent. Et c'est là que c'est encore plus sournois, je trouve. Donc finalement, Robocop, alors ça reste un futur dystopique, mais sur certains aspects, il avait peut-être vu juste, hein, notamment sur la société hyper mercantile, avec l'OCP, avec toutes ces GAFA, c'est-à-dire des grosses sociétés qui détiennent quasiment tout. Tu vois, c'est ça l'OCP, à la base. Donc Verhoeven, mais enfin, il a eu l'intelligence de... D'ailleurs, parce que je crois, en fait, le script de Robocop, donc c'était Orion, hein, je crois, qui avait le droit, tout ça, le scénar et tout, et ils l'ont proposé à je sais pas combien de réalisateurs, et tout le monde l'a refusé, parce qu'ils disaient, mais non, mais
on va faire une merde avec ça. Personne va prendre ça au sérieux, ça va être une série B. Enfin bref, le projet Robocop, c'était un bâton de merde. Personne ne savait par quel bout le prendre. Et ils voulaient absolument, parce que je crois qu'ils avaient investi dans le scénario, et ils voulaient absolument que ça, comment dire, que Orion, que le projet Robocop aboutisse. Et c'est là qu'ils se sont tournés, du coup, vers des réalisateurs étrangers. Ils sont tombés sur Paul Verhoeven, et Paul Verhoeven, il a accepté de suite, mais il a posé une condition. Il a dit, ok, vous me filez le budget nécessaire, mais vous me laissez carte blanche. Je fais ce que je veux avec ce projet. Vous voulez un film Robocop? Je vais vous donner un film Robocop. Mais je vais le faire à ma sauce. Oh, les baloches. Oh, les baloches. Oh, le Verhoeven qui arrive à Hollywood et le mec, il te sort ça, quoi. Oh, putain. Grosse paire de baloches. Hein. Là, c'est respect éternel, hein. Putain. Donc voilà, Robocop. Robocop. Puis bon, alors j'ai vu le reboot, donc je sais plus c'était quelle année, 2014, je crois. Il avait dit Verhoeven. Mais les gars, mais ça sert à rien. Ce que vous faites là, ça sert à rien. Robocop, c'est une œuvre de son temps, avec ses effets spéciaux de son temps et tout. D'ailleurs, la preuve, le Rock City qui est sorti l'année dernière, qui est entre le 2 et 3 au niveau scénario, ils ont gardé Peter Weller. Peter Weller est revenu faire la voix de Robocop, et ils ont gardé le design de Robocop. Voilà, l'armure qu'il avait dans les années 80, et non pas cette espèce de truc un peu cyborg futuriste dans le reboot, où du coup, le film, le reboot de Robocop, il a perdu absolument toute sa substance. Voilà, je l'ai regardé, le film, c'était pas désagréable à voir, mais je l'ai totalement oublié, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et Verhoeven l'avait dit, même avant que le film y sorte, de toute façon, je vais pas aller le voir. Même sans prétention, il savait très bien que ça allait même pas arriver à la cheville de son truc, parce qu'ils ont dit, ils ont rien compris. Ces gens-là n'ont rien compris au message que j'ai voulu véhiculer à l'époque, et c'est pourquoi Robocop, aujourd'hui, dans le futur où on est, mais il a pas pris une ride. Putain! Mais l'armure à Murphy, les scènes, Clarence Bodicker, et puis cette espèce de propos sur la surconsommation et tout. Voilà les mecs, Robocop, chef-d'œuvre absolu. Voilà les gars, ainsi va s'achever cette vidéo. Alors j'aurais pu en citer plein d'autres, hein, évidemment. Voilà, Retour vers le futur, les Indiana Jones, tout ça. Évidemment, c'est des films que j'adore. Mais là, il fallait faire un choix. Il fallait trancher. Les gars, à vous de jouer. Sortez vos baloches. Quel est votre top 5 des films années 80 que vous préférez? Allez, je vais admettre les top 6 vu que j'ai triché de mon côté. À vous de jouer en commentaire. Exprimez-vous, et si à tout hasard vous avez peut-être des petites pépites méconnues, cachées, à recommander, exprimez-vous en commentaire, on aura le plaisir d'aller regarder ça. De toute urgence, les années 80, c'est un vivier les gars, on en découvre tous les jours. Et c'est des années, il y avait une ambiance, et il y avait une espèce d'insouciance, il y avait presque tout à faire, finalement. C'est beau, elles étaient belles ces années-là, putain. Les gars, à vous de jouer en commentaire, et moi je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.